Alors bonjour à vous, la Fédération culturelle canadienne française, la FCCF pour les intimes, vous souhaite la bienvenue sur Air Ouverte et vous transmet ses meilleurs vœux pour l'année 2025. Il est 9 heures à Vancouver, 10 heures à Edmonton et à Whitehorse. Il est 11 heures à Winnipeg et à Regina. Il est midi à Toronto, à Ottawa et à Montréal. Il est 13 heures à Moncton et à Halifax. Et il est 13h30 à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Et il est même 18 heures à Lyon en France. Et vous allez comprendre pourquoi je précise ça. Ici, à la place de la francophonie virtuelle, il est toutes ces heures-là. Ce pays, comme ce rendez-vous, est complètement tada. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Célia Bonnet-Lijon, consultante indépendante depuis 2012 sur des sujets liés aux cultures numériques et aux nouveaux usages du web. En 2021, elle a cofondé l'agence Pizza, une agence de voyage virtuel qui explore les métaverses. Elle réalise aussi des environnements immersifs sur mesure avec Versant, un studio alpin qui ajoute toujours une petite touche de verdure. Dans les mondes virtuels, on retrouve souvent Célia en train de flâner sous le pseudo Cebo04 ou CBO04. D'ailleurs, j'ai oublié de te préciser, de demander cette précision-là, tu me le diras tantôt. Célia nous partage les pistes de réflexion à l'origine de son projet de recherche sur les métavers sociaux. Dans ces environnements immersifs, les interactions entre personnes sont encouragées à travers des expériences de visite, de programmation événementielle ou encore de mise en scène ludique. Or, la conception d'un espace 2D ou 3D n'est jamais neutre. Elle s'appuie sur un faisceau de références culturelles, de codes sociaux, de principes socio-techniques et de fabriques sémiotiques. L'utilisation de lieux communs au sens propre comme au sens figuré et d'images stéréotypées dans les métavers sociaux permet sans doute, et c'est une hypothèse, de diminuer le coût d'entrée et de contribuer globalement à l'appropriation des plateformes par leurs utilisateurs. Et quelle belle mise en abîme aujourd'hui pour prendre du recul sur ces pratiques, voire de questionner l'appropriation ou non des espaces virtuels de rassemblement comme Air Ouverte dans lequel nous vous accueillons aujourd'hui. Alors avant d'accueillir Célia sur la petite scène du Café Tada, je vous invite à appuyer sur la touche F de votre clavier afin de la recevoir sous une salve d'applaudissements. Donc voilà, Célia, ici, on accueille notre monde comme des rockstars, donc bienvenue. Oui. Oui, alors, ton pseudo d'ailleurs, c'est quoi? Cebo04 ou CBO04? Comment on le À la prononce? base, c'était une référence à Chicken Bacon Onion. Oh mon Dieu, Euh, ouais. Mais c'est beau, ça me va aussi. C'est c'est cool. parfait. Alors, c'est à toi. Merci. Euh, je lance le partage d'écran. Super. Et ben, merci beaucoup Sven pour l'invitation et puis merci à tout le monde d'être là. C'est vraiment un plaisir. Je suis flattée d'être la première invitée internationale. De la francophonie, c'est chouette et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et aussi, c'est un exercice pour moi aujourd'hui, c'est un vrai exercice parce que je vais vous partager un projet de recherche que je vais soumettre à l'été prochain, à l'été 2025, et que j'espère, enfin, qui sera accepté par le laboratoire Helico, dont j'ai mis le logo ici, et au sein de l'Université Lumière Lyon 2, donc ville où je me trouve, comme l'a précisé Sven. Donc c'est vraiment une ébauche de travail que je vous présente ici et ça m'intéresse beaucoup d'en discuter avec vous, que vous ayez ou pas une pratique dans les métavers, euh, dans Air Ouvert, dans Air Ouverte ou d'autres. Et d'ailleurs, j'ai du mal à mesurer votre niveau de connaissance et d'expérience dans les métavers, je vais y aller et puis voilà, si jamais c'est pas du tout clair, peut-être Sven me fera un signe ou on en rediscutera après, mais il y a pas mal de notions imbriquées, donc voilà. L'idée, c'est vraiment l'envie que j'ai de faire ce projet de recherche, donc ce projet de doctorat, c'est de travailler sur la circulation des codes culturels et l'actualisation des imaginaires dans les métavers sociaux. Donc, pourquoi on construit des mondes virtuels comme ils le sont actuellement? Pourquoi enfin, comment ça se fait qu'on échange? Bah, ici, je suis sur une petite scène. Voilà, pourquoi il y a des références comme ça dans ces espaces?
Et qu'est-ce que ça impacte dans nos sociétés? Qu'est-ce que ça peut changer? Et pourquoi métavers sociaux, en particulier? Parce que j'aimerais travailler spécifiquement sur, les espaces, immersifs qui ont pour fonction première de, mettre les gens en relation, de sociabiliser comme on dit, donc un peu par opposition aux métavers professionnels qu'on peut voir dans l'industrie ou, aux jeux vidéo. Bien qu'aujourd'hui, quand on parle de métavers, on va dire que c'est communément accepté de dire que Fortnite est un métavers, de dire que Minecraft est un métavers. Heu, Pourquoi? Parce qu'il y a différents critères, dont le fait d'avoir un avatar, dont le fait de pouvoir le personnaliser, d'acheter des items ou de les créer, dans un monde immersif, de se déplacer en 2D ou en 3D. Voilà, il y a différentes choses. Mais les métavers sociaux en particulier, c'est vraiment l'objectif premier, c'est d'interagir avec d'autres utilisateurs, de communiquer avec eux, d'où l'intérêt de placer ce travail sous la sphère et dans le domaine, on va dire, de l'information communication. Voilà, en préparant cette intervention, je suis tombée sur cette image de communication de la part de Gazer, donc la structure qui a développé, qui a ouais, bah, inventé, cette plateforme dans laquelle on se trouve, qui héberge Air Ouverte. Voilà, quand on parle de construire une culture que l'équipe, voilà, va aimer, là, bien sûr, on se dit que c'est une culture, on parle de culture d'entreprise, mais en fait, dans cette image, je vois plein d'autres choses qui parlent de plein de cultures, enfin de références culturelles. La disposition du mobilier, les plantes un peu au milieu dans les pots, même on voit un menu, enfin des aliments qui sont posés sur la table en haut à droite. Enfin, du coup, plein de références à des choses qu'on connaît ou pas, en fait, qui font partie de notre culture ou pas. Et c'est ça que j'ai envie de questionner dans ce projet. Et pourquoi on les reproduit en virtuel. Alors pour me présenter, un tout petit peu plus que Sven l'a déjà fait, il a déjà tracé pas mal, mon parcours. Moi j'ai une formation en éducation, aux images et j'ai travaillé depuis 2012 sur l'aspect, transmédia, donc tout ce qui est, navigation, en ligne, comment dire? Usage, en fait, prise en main des outils numériques, création de contenu sur, différents types de supports, numériques et cetera. Comment on raconte des histoires, en passant d'un média à l'autre. C'est vraiment ça qui m'intéresse et j'ai été chef de projet numérique donc dans plusieurs domaines, dont principalement l'éducation, beaucoup l'art et la culture, le patrimoine un petit peu et puis récemment l'environnement et aussi enfin, plus précisément la recherche en environnement. Hem En écologie alpine précisément, d'où le côté un petit peu montagne, qui transparaît dans ce que je fais, aussi parce que je viens des Alpes, comme Sven l'a déjà indiqué, j'ai cofondé une agence de voyage virtuelle qui s'appelle Voyage Pizza, où l'idée c'était, d'emmener les gens, en fait de leur mettre le pied à l'étrier, pour, bah, entrer dans les métavers et leur trouver des destinations, de voyage qu'ils apprécient. Au-delà de ça, il y a une vraie, intention, artistique, curatoriale et d'archivage du web qui est, voilà, dont on peut discuter, après si vous le souhaitez. Et aussi, j'ai été amenée donc avec Versant, le studio de création métavers, à me poser la question de comment on crée un environnement en 3D et pour répondre à des besoins d'équipe, et vous connaissez ça dans Air Ouverte, très bien. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme élément, pour que les équipes se sentent à l'aise, pour qu'elles se sentent chez elles, qu'elles reconnaissent en fait, leur environnement, quels sont les détails qui vont jouer et cetera. Et donc ce projet de recherche, ben, vient, jouer la connexion entre des réflexions personnelles que j'alimente sur mon blog depuis plusieurs années et la littérature scientifique en information communication. Quand je me suis promenée, beaucoup dans les métavers, donc là j'ai mis dans ma présentation plusieurs images qui sont issues de plein de plateformes différentes. Quand je dis plateforme, c'est vraiment les grandes, structures qui, proposent de joindre des environnements, immersifs comme Fortnite, Minecraft que j'ai déjà cité, mais aussi Horizon, le métavers de Meta, anciennement Facebook, comme, alors, il y en a plein qui ont disparu. Il y avait Altspace VR qui était celui de Microsoft, Mozilla Hubs qui était celui de Mozilla. Aujourd'hui, on peut penser à VRChat, à Spatial. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Là, je vais pas vous faire tout l'écosystème des métavers. En tout cas, j'ai pioché différentes illustrations de ces univers-là, aussi pour, bah, pour vous montrer plein de choses différentes, j'espère.
Mais malgré ça, en me baladant dans toutes ces plateformes, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de stéréotypes, beaucoup de lieux communs, beaucoup de clichés, dans ces environnements. Déjà, c'est très difficile de trouver, un environnement qui est tout à fait original. Souvent, on se retrouve dans des lieux qui soit sont existants, soit reproduisent, des configurations, réelles. Donc, ici, on est dans un monde qui portait dont la thématique était, l'inclusion, d'où le fauteuil qui est là, auprès du feu de camp. Mais en vérité, ce qui m'intéresse plus dans cette image, c'est le feu de camp en lui-même avec, à gauche, vous devinez des petites brochettes avec des chamallows à faire cuire, à faire griller sur le feu. Moi, j'ai jamais fait ça, en vrai, de faire les veillées autour du feu de camp, à manger des trucs là. Mais en fait, dans les métavers, c'est quelque chose qui est omniprésent, cette histoire de feu de camp et de se rassembler autour et ça tout de suite, ça transmet en fait des valeurs, bah, qu'on comprend en fait, hein, de convivialité, on va parler peut-être de choses personnelles, voilà, la bienveillance, on mange quelque chose de sucré. Bah, voilà, il y a tout un système de références, de valeurs que je pense qui est associé à ça. Et ça m'a beaucoup questionnée quand je travaillais, quand je me baladais ou que je travaillais dans les métavers. Donc il y a 2 lieux en particulier qui m'interpellent vraiment, c'est, la plage et le chalet. Alors pas ensemble, mais séparément. On trouve sur toutes les plateformes des plages et des chalets. Et alors en général, c'est vraiment la plage de sable blanc, les palmiers, les cocotiers et cetera. Enfin, la plage un peu cliché ou le chalet de montagne avec la neige, voilà donc je me suis beaucoup questionnée sur ces lieux, pourquoi ils étaient créés, qu'est-ce qu'on y trouvait? Est-ce que c'était du réconfort? Est-ce que c'était de l'exotisme? Enfin voilà, c'est un peu pour répondre à ces questions que je monte ce projet de doctorat, de recherche. Au-delà des lieux en tant que tels, il y a aussi des formats qui sont beaucoup partagés comme, le format scène ouverte, le format conférence, donc des lieux qui sont configurés pour, amener un certain type de comportement. Ou alors dans tout ce qui est plutôt, un peu plus orienté jeu, des labyrinthes, des parcours, donc voilà, il faut montrer qu'on est habile pour gagner des récompenses en général ou des chasses au trésor comme vous en avez dans Air ouverte. Hem, D'ailleurs, j'ai pas réussi à aller au-delà de l'étape 2 tout à l'heure, j'en suis navrée. Il faudra que vous m'aidiez pour, trouver la capitale des festivals là. Heu, Ouais, on refera le parcours si tu veux. mais, en tout cas, voilà, il y a beaucoup de, comment dire? De gabarits, en fait, j'ai l'impression dans les métavers que les gens vont suivre, qui vont induire, en fait, des comportements pour les utilisateurs. Donc c'est un principe d'affordance. On va, on va adopter la posture, le comportement qu'on attend de nous, en fait. Hem, je vais passer très rapidement sur ce graphique, mais juste pour qu'on soit au clair, pour la suite. Ça, c'est un tableau que j'ai réalisé que c'est moi qui l'ai réalisé. Il a pas, voilà, de valeur scientifique pour l'instant. C'est vraiment en créant des environnements immersifs que j'ai eu besoin de représenter ça. C'est les différentes couches qui, selon moi, peuvent composer un monde virtuel. Donc si on part du bas, on a toute une notion de décor avec une sphère qui entoure le monde. Là, je parle de monde en 3D pour le coup. Ce qu'on appelle une skybox, c'est une sphère qui entoure le monde. L'architecture du monde, des volumes en 3D qui vont en fait créer toute la masse, les volumes du monde en 3D. Ensuite, on va rajouter à ça, donc si on monte l'ambiance, où est-ce qu'on peut marcher, se déplacer, les textures, les lumières. Ensuite, on va ajouter des ressources pour faire des expositions, pour faire des ressources consultables, des vidéos, des photos, des objets ou des liens vers d'autres ressources en ligne, vers des autres. Alors j'ai laissé volontairement le mot, map parce que je suis pas sûre encore de la traduction, ouais, quand on parle de map dans un jeu vidéo ou dans un métavers, c'est vraiment une notion de carte. Souvent dans les métavers, on parle de monde, mais voilà, j'ai juste un doute, lexical donc pour l'instant, j'ai préféré garder map même si c'est un mot, anglais. Donc on va avoir toutes ces ressources-là qui sont consultables, qui sont interactives pour les utilisateurs et puis la dernière, couche, on va dire, du gâteau, c'est la couche la plus dynamique, celle qui surcharge les serveurs quand on se connecte, à 300, qui sont les participants avec leurs avatars et avec leurs différents rôles, typiquement Sven m'a autorisé à monter sur scène, donc voilà, je pense que je suis privilégiée et dans les métavers, on peut avoir différents rôles de modérateur, de captation et cetera. Donc ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est vraiment de naviguer entre toutes ces couches en fait de contenu, ou alors de les considérer dans leur ensemble pour voir, comment elles font sens pour nous, comment elles véhiculent des référents culturels. Hem, la 1re,
Je vais vous montrer quelques exemples de ce qui m'interpelle. La plus évidente, je dirais que c'est ce que, Souchier et Jeanneret, qui sont 2 chercheurs, ont parlé de signes passeurs, au sujet du web, quand ils ont travaillé sur le web dans l'écriture numérique et sur ce qu'ils appellent les écrits d'écran. Ils parlent de signes passeurs comme des éléments qui vont assurer techniquement la navigation. Donc là, eux, ils parlent d'hypertexte sur le web, mais en fait, on retrouve la même chose dans les métavers, ça reste une forme de web. Et notamment, il y a ces fameux portails de téléportation qu'on va retrouver dans tous les métavers. Alors, dans Air Ouverte, ça peut être des bus, ça peut être des éléments de carte où vous allez vous téléporter. Donc là, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est très original. Dans beaucoup de métavers 3D, on va avoir une notion de porte en fait à passer, un peu porte des étoiles, grâce à laquelle on va se téléporter pour rejoindre une autre map ou un autre monde. Et on va aussi avoir toute une surcouche de, comment dire, d'interface pour tout ce qui est interaction sociale, que vous connaissez aussi dans Air Ouverte, la gestion du micro, peut-être avoir une bulle de protection autour de soi pour ne pas être gêné par les autres utilisateurs. Enfin, on a plein de choses comme ça. Et on a aussi des marqueurs, par exemple pour les déplacements rapides. Ici dans Air Ouverte, on a le go-kart. Ça, typiquement, je trouve ça exceptionnel. Enfin, que les créateurs de Gazer et injecter en fait ce kart. Enfin, moi, ça me fait penser plutôt à la fête foraine. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de loisir, de plaisir là-dedans, et c'est pas anodin. Donc, ouais, enfin, c'est vraiment l'idée de questionner tout ça. Et ces signes, en fait, ils sont partagés, ces signes passeurs, ils sont partagés à l'échelle d'une plateforme. Donc, on va avoir le même type de portail pour tous les mondes créés dans une plateforme, mais parfois, ils vont être partagés au-delà avec des variations. Comme je viens de le prendre en exemple, par exemple, pour les portails. Si je balaye un peu les différents éléments que je vous montrais, les différentes couches, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un métavers? Comment on pourrait décortiquer, en fait, l'image pour essayer de comprendre comment elle est faite? Enfin, c'est ça le en quoi comment est composée cette image ou voilà, cet élément interactif. Si on parle de ressources, par exemple, donc à gauche, vous avez, je me trouve dans un décor qui me alors au fond, vous voyez une vidéo, de Bob Ross, qui me donne une leçon de peinture. Et puis, au premier plan, on voit mes essais, voilà, balbutiants, de peintre. Donc, on va avoir des gens, sérieusement qui vont, s'immerger dans les métavers pour peindre des tableaux virtuels, des choses comme ça. Donc là, ça va être vraiment des ressources qui vont créer, comme ça dans les mondes virtuels. À droite, vous avez un artiste qui avait fait une exposition. Donc là, on voit plutôt des œuvres et des liens, cliquables. Donc voilà des exemples de ressources. On peut aussi avoir des créateurs qui vont s'engager dans un monde ou une map entière. Ici, un exemple de riad marocain, reproduction d'un riad marocain. Donc, on va avoir voilà, la petite piscine, tous les éléments qui font qu'on va reconnaître le lieu en tant que tel. Les crédits. Souvent, voilà, les créateurs vont être hyper respectueux de qui a fait quoi, mettre leur nom, bien sûr, pour leur reconnaissance à eux, mais aussi toute leur équipe, s'ils ont travaillé à plusieurs. Et puis des éléments aussi, des marqueurs culturels. Ici, je me sers un petit thé à la menthe sur le toit terrasse du Riad. Donc il y a tout ce qu'il faut pour qu'on s'immerge dans la culture. Et enfin, on va avoir des éléments qui sont plutôt des objets qui, eux, peuvent naviguer. Ici, j'ai pris deux exemples. À gauche, un billard. Alors, là, c'est vraiment une capture d'écran que j'ai faite dans le métavers et on voit la mention, on voit carrément l'URL, en fait, qui nous indique que le billard est disponible sur GitHub, au cas où on veuille le prendre pour, le mettre dans une création à nous, une création propre. Donc là, c'est un objet qui a été créé par quelqu'un qui, on nous montre que c'est une édition, communauté, et qu'on va pouvoir reprendre, sous certaines conditions de licence et faire circuler ça. Donc là, je me dis: «OK, quelqu'un a créé ce billard, heu, et comment il va naviguer dans les différents mondes? Qui va s'en emparer? Pourquoi? Est-ce que c'est toujours la même intention? Et cetera. Et à droite, on a un exemple d'un avatar. Alors j'ai pris volontairement un avatar un peu, artistique et peut-être un peu dérangeant, un peu, ouais, pas habituel. Et là, c'est pareil, on va pouvoir, prendre l'avatar et aller se montrer avec dans d'autres mondes. Donc là, aussi, on va avoir une notion de circulation.
Donc voilà quelques questions que je me pose sur ce projet de recherche. Comment ces objets vont circuler d'une map à l'autre, d'une plateforme à l'autre ou sur d'autres canaux? Par exemple, comment on va montrer ça sur les réseaux sociaux ou sur d'autres plateformes en ligne qui ne sont pas des plateformes de métavers? Quelles sont les sources de motivation pour un créateur? En fait, à partir de quand il va consacrer du temps à la fabrication d'un nouvel objet virtuel? Il va se dire: «Tiens, ça vaut la peine que, je me lance là-dedans», parce qu'il y a un vrai coût d'apprentissage pour, maîtriser, l'outil de création et cetera. Donc, à partir de quand on investit là-dedans? Et quelles sont les inspirations? Alors pour ça, je suis moi-même assez inspirée par le livre que je vous ai mis à droite, et qui en fait, est une étude sur la manière dont on est influencé par, les films et les séries télé. Et l'exemple que je vous ai mis de l'archer, en fait, c'était, le relais d'une étude qui montrait comment, les clubs de tir à l'arc étaient, heu, plébiscités par un public notamment féminin, en fonction des figures, fictionnelles en fait ou réelles, mais largement fictionnelles. Donc ici, voilà, héroïne de cinéma et à quel point en fait enfin, il disait que la participation des jeunes femmes avait doublé carrément dans les clubs et dans les compétitions, enfin, vraiment à cause de cette influence, de la pop culture, en fait. Donc mon hypothèse, c'est que bah, si ça a un impact comme ça, s'il y a un lien, une passerelle entre, cinéma, séries télé et vie réelle, activités sportives, dans les métavers, on doit retrouver aussi ce lien-là, hem et ça marche tout ça? Large question que j'affinerai dans les prochains mois. Et je me pose aussi des questions sur en fait, la manière, quel rôle, en fait, joue, la reproduction et le fait de faire une contrefaçon, de répéter quelque chose, de l'imiter. Dans les métavers, mon hypothèse, c'est que c'est ce qui permet aux créateurs de prendre en main les outils et de commencer à monter en compétences, en fait, dans la création 3D. Et du coup, cette reproduction, quel impact elle a dans la réception pour les visiteurs? Si je répète plusieurs fois le même schéma de circulation, que je m'approprie les mêmes objets virtuels, je reprends l'exemple du go-kart, je le prends une fois, je le prends 10 fois, je sais m'en servir, je serai de plus en plus à l'aise avec ça et du coup, je vais l'intégrer, dans mon système de navigation, dans les métavers. Je continue un petit peu sur ce côté créateur. Pourquoi je parle, vraiment beaucoup des créateurs? C'est vraiment l'axe qui m'intéresse, dans l'offre disponible des métavers. Quand je parle d'offre, c'est quels univers sont disponibles pour moi en ligne. Je distingue au moins 3 niveaux de création. En fait, qui produit des contenus? Il y a des plateformes, il y a les marques et les entreprises qui sont en fait les clients, de ces plateformes, qui vont payer pour avoir leur propre expérience en ligne. Il y en a pléthore, et il va y avoir les créateurs. Les plateformes, elles vont aujourd'hui tout faire pour mettre, à disposition des outils de création auprès des créateurs et les récompenser, en leur faisant miroiter soit de l'argent réel, soit de l'argent virtuel, soit des récompenses, diverses et variées. Les créateurs en contrepartie qui alimentent, qui créent des mondes, en fait, apportent de la valeur à ces plateformes qui, sans eux, seraient des coquilles vides. Donc en fait, la valeur d'une plateforme, elle est, un peu comme YouTube en fait, elle est créée par le contenu que vont réaliser les gens. Hem, la personne qui va encadrer mon projet s'appelle, Vincent Bulich et lui travaille sur le phénomène qu'il a appelé de plateformisation, comme, déploiement d'une logique organisatrice et c'est vraiment ce qu'on voit qui se passe pour plein de plateformes en ligne. C'est-à-dire que les plateformes vont déléguer la production de contenu à des tiers, elles vont les solliciter constamment pour, réaliser des actions, elles vont les intégrer au processus de production de valorisation. Et elles vont en fait, construire avec elles la valeur des choses et l'organisation des marchés. Donc dans la recherche que je souhaite mener, il y a aussi cette notion, socio-économique en fait, comment on va créer de la valeur? Qui est-ce qui détermine la valeur? Hem, Comment dans des univers virtuels comme ça, où finalement un item peut être reproduit à l'infini, il va être peut-être rare, il va peut-être être précieux, il va peut-être être coûteux. Voilà, comment tout ça est défini et comment les plateformes en fait, quelles relations elles entretiennent avec ces créateurs pour créer de la valeur. Donc c'est tout ce qu'on appelle, le système des CGU, les contenus générés par l'utilisateur. Et en fait,
les plateformes de métavers ont assez tôt mis en place une stratégie de valorisation de ces créateurs pour simplement produire des contenus, pour avoir une communauté qui soit active et pour faire vivre leur plateforme. Ce faisant, elles ont mis en avant vraiment une figure d'un artiste pantocrator. Vraiment, il y a cette idée d'avoir un créateur un peu démiurge qui va pouvoir créer ce qu'il veut, être seul maître à bord dans son monde. Euh, et ça pose la question de l'amateur. Pour moi, c'est vraiment le cœur du projet, c'est comment ces créateurs sont des amateurs plus ou moins avancés, plus ou moins professionnalisés. Et en fait, ces amateurs constituent aujourd'hui beaucoup d'aspects du web, que ce soit sur la fabrique de la connaissance, que ce soit sur la fabrique de l'influence, des récits alternatifs, je cite aussi le digital labor. Tous ces amateurs, même nous, quand voilà, on saisit le texte d'un CAPTCHA ou n'importe quoi, on crée du travail finalement en tant qu'amateur, consciemment ou inconsciemment. Il y a plein de choses sur le web qui sont façonnées comme ça. Mais toutefois, quand la plateforme Roblox organise un code camp pour les jeunes, on peut quand même se questionner sur l'impact que ça va avoir sur bah, leurs envies, leurs intentions, leur mode de création, leur liberté, enfin plein de choses un peu. Je pense aussi à, je ne sais pas si vous aussi, nous en France, on a Microsoft qui a équipé l'éducation nationale, par exemple, tout simplement parce que des utilisateurs jeunes qui apprennent des choses sur Microsoft vont, en tant qu'adultes, probablement s'équiper sur des systèmes qu'ils connaissent déjà. Donc, il y a toutes ces enfin, voilà, on comprend bien aussi l'enjeu pour des plateformes de former des jeunes générations qui sont hyper friandes de tout ça et qui sont réceptives et qui sont hyper créatives. Hem et heu et ce que j'aimerais aussi comparer, c'est la manière dont on crée. C'est-à-dire, voici 2 outils de création 3D. À gauche, dans Horizon Worlds, donc la plateforme métavers de Meta. Là, je vous parlais de créateurs des murs, c'est vraiment ça. Enfin, on est vraiment tout puissant, en train de manipuler des objets, avec, voilà, on est immense, on voit le monde de haut et cetera. Bon voilà, ça véhicule plein de choses. À droite, j'ai volontairement, pris, l'exemple radicalement opposé, de Gazer avec l'outil Mapmaker qui, en fait, véhicule plein de choses aussi, enfin moi ça me ramène à mes années Pokémon là sur console et tout ça, enfin c'est même pas sur console, mais du coup ça dit quelque chose aussi de comment on va créer, de là où on va porter notre attention, nous en tant que créateurs, mais aussi pour, les utilisateurs. Et une question, c'est est-ce qu'avec des outils différents, on va créer différemment? Ça, il y a un auteur qui s'appelle Thierry Crouzet qui a répondu «oui» dans un livre qui s'appelle «La mécanique du texte», où en fait il a partagé un peu, des études et son vécu et cetera sur, la manière dont on écrit, et dont on écrit différemment avec des traitements de texte différents, par exemple. Donc c'est hyper intéressant. C'est, ce bouquin-là, si, hop si vous voulez, le lire, j'ai trouvé vraiment, vraiment super et hem et en fait, voilà, il dit carrément, on n'écrit pas la même chose. Enfin, c'est ça, on n'écrit pas la même chose, on n'écrit pas les mêmes mots quand on écrit avec à la plume ou quand on écrit avec un clavier ou quand on écrit avec l'IA. Hem et les ici, je vous montre, un exemple du même monde, qui a été, transposé d'une plateforme à l'autre. Donc, ça, c'est un monde que j'ai créé avec Versant. Et à gauche, vous avez la première version qu'on a réalisée dans Mozilla Hubs, où en fait, c'est un monde qui est conçu pour écouter un podcast et le son, en fait, sort de cette fontaine que vous voyez, c'est une fontaine avec des particules qui retombent et on a fait une espèce d'analogie, peut-être premier degré entre le flux de l'eau et le flux audio et du coup, on se met autour de la fontaine pour écouter ça. Et on a, à la demande du client, on a porté ce même monde dans Fortnite. Et là, vous avez le résultat à droite. Et la fontaine a disparu au profit juste d'un petit émetteur en fait audio, parce qu'on pouvait tout simplement pas faire la fontaine telle quelle. Et alors non seulement peut-être on perd l'intention originale, on perd un peu voilà, l'analogie, enfin c'était rigolo, je sais pas, nous, enfin nous on trouvait ça sympa. Mais en plus, vous voyez à quel point ça change, enfin, l'interface, les personnages. Là, on est vraiment sur des avatars de Fortnite, donc ils sont hyper,
militarisé en quelque sorte. Enfin voilà, en fait, ça change tout. Ça change le rapport à soi, ça change le rapport aux autres, ça change le rapport aux objets, au contenu. Enfin voilà, il y a plein de choses. Donc, moi, j'aimerais beaucoup suivre des créateurs, peut-être qui changent de plateforme, et ce qu'ils créent différemment, est-ce que ça leur donne d'autres envies, d'autres idées? Ça, c'est une vraie question. Pourquoi c'est important? Je prends un exemple un peu décalé, je fais un petit pas de côté. Récemment, je me suis amusée sur, cet outil en ligne qui s'appelle Casaplan, qui permet de faire les plans de sa maison. Et en fait, c'est un outil de conception 3D, voilà. Le type, il est super. Le petit souci, c'est que on peut mettre des meubles, uniquement des meubles qui proviennent des catalogues des marques qui sont associées. Donc que j'ai peut-être pas cité, mais en tout cas, on est très limité par notre choix d'ameublement. Et en fait, je me suis retrouvée vraiment sur un blocage. Ouais, je sais pas, je veux pas mettre ce type de canapé dans mon salon. Enfin, je veux pas faire ma salle de bain comme ça. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. En fait, il y a tout des logiques, voilà, économiques et enfin, qui vont impacter mon mode de vie à partir d'un exemple tout bête de conception de plans 3D en ligne, parce que en fait, je suis limitée par les objets qui sont dans cette bibliothèque. Euh, donc, si ça limite mon expérience dans ma vie réelle, pour une projection sur un espace de vie, etc., je pense que ça limite aussi nos représentations, nos imaginaires dans des espaces virtuels que sont les métavers, même si on peut penser que voilà, c'est pas grave. Enfin, voilà, je pense que ça a des réels impacts et voilà, le truc, c'est de savoir à quel endroit ça joue et comment on peut. Comment on peut en prendre conscience? Voilà, c'est ma dernière diapo. C'est pour moi, quels sont les enjeux à mener cette recherche aujourd'hui? On parle moins de métavers aujourd'hui, ça semble moins un enjeu par rapport à l'IA, et cetera. Je pense que les 2 vont bientôt se reconnecter et donc alors, le premier enjeu, c'est de prendre du recul sur ces images, sur ces objets, ces représentations qui circulent, comme des évidences. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas de travailler dans les marges, c'est de travailler sur les évidences. Pourquoi on trouve normal que que ce soit comme ça et pas autrement? Voilà, c'est vraiment le cœur du sujet. Et puis, à quel système culturel, voire de valeurs, ça fait référence? Je prends un autre exemple tout bête. Quand, Facebook, enfin Meta a lancé son métavers avec Horizon Venues, une des premières choses qu'ils ont diffusées sur leur donc c'est un métavers un peu de diffusion de concerts, spectacles, et cetera. Un des premiers programmes qu'ils ont diffusé, c'est du MMA. Donc on avait les matchs de MMA, retranscrits dans Horizon. Alors au début, ça faisait sourire, enfin tout le monde se disait: «Ouais, OK, ouais, il a mis du MMA parce que, bah, personne regarde». Enfin, je sais pas, c'était un peu drôle, voilà. Aujourd'hui, ça prend une autre tournure, de diffuser du MMA. Connaissant voilà, les déclarations de Zuck et tout ça, et je pense que c'était pas si drôle que ça à la base, et que voilà, cette diffusion, finalement, aujourd'hui, elle véhicule un système de valeurs qui est hyper fort, en fait, qui est hyper important et qui vient vraiment juste d'une diffusion toute bête dans un espace virtuel. La deuxième chose, c'est voilà, la convergence avec l'IA. L'IA, enfin, pour moi, c'est vraiment une question de préserver le langage. On est dans un cadre de francophonie et c'est génial parce que je pense que c'est vraiment la bonne échelle pour discuter de ça. Comment on préserve une subtilité du langage et une subtilité dans les ambivalences, dans la richesse de la langue, et comment l'IA ne va pas, comment dire, lisser tout ça. Euh, les IA qui construisent des univers virtuels, elles existent déjà, elles arrivent déjà sur le marché et auprès du grand public. Meta avait lancé ça il y a des années de ça, et c'était très effrayant à mon sens, de dire, voilà, je reviens à la plage, mais de dire, je voudrais que tu me crées une plage, et il me crée une plage de sable blanc avec des cocotiers. Et pour l'IA, aucune autre plage n'existe. Donc voilà, moi je trouve c'est un, c'est vraiment un risque très fort, et pour moi, présenter ce projet de recherche, c'est alerter sur ce risque et essayer de travailler contre pour préserver l'originalité et la diversité. J'étais venue défendre la diversité des métavers au Web à Québec en 2022, et on est vraiment dans le prolongement de ça. Et une dernière question, peut-être encore un peu plus méta pour le coup. Côté créateur et consommateur, qu'est-ce qu'on fait de notre temps libre?
On passe du temps à créer, on passe du temps à se promener, on passe du temps à échanger, à se divertir, à nous évader. Comment on se divertit? Qu'est-ce qu'on recherche dans le divertissement? Là, on parle vraiment du loisir, on parle vraiment des métavers sociaux, des activités qu'on peut faire hors du temps professionnel. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble? Et quelle est voilà, quelle est l'offre proposée? Et je pense que c'est en miroir avec nos envies de société. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie beaucoup. Merci, merci Célia. Waouh, c'est ce qu'on appelle un 360. Et, ton projet de recherche est vraiment intéressant. Puis évidemment que les questions que tu poses, c'est des questions qu'on s'est même posées nous quand on a investi la plateforme. Juste pour resituer très rapidement, donc Air Ouverte, c'est effectivement un espace qui a été créé depuis la plateforme Gather, qui est une plateforme américaine. C'est Sébastien Collin qui a été à l'initiative de ce projet-là pour représenter en fait le secteur musical du Québec, et c'était pendant la pandémie. Donc il y avait énormément, les gens étaient bloqués chez eux, mais pouvaient au moins se retrouver dans cet espace-là pour vivre des événements qui se passaient quand même dans des salles de spectacle même vides. Mais lui, comme il est tourneur et producteur, bah, ça permettait quand même de faire tourner ses artistes et puis de garder un lien avec le public. Et quand on l'a approché, quand je dis on, c'est la FCCF, mais aussi l'ANIM, l'Alliance nationale de l'industrie musicale, cette fois-ci un organisme du secteur musical hors Québec. On a approché Sébastien en disant mais ton idée est géniale, il faudrait maintenant faire pour tout le Canada, et puis pas seulement pour le secteur de l'industrie musicale, mais pour tous les organismes en art et culture qui pourraient avoir des bureaux virtuels. Parce que là, on sortait de la pandémie, donc on avait un peu moins de besoin sur l'aspect événementiel de la plateforme, mais plutôt comme outil de collaboration, pour faciliter le télétravail, parce que nos équipes sont dispatchées un peu partout au pays. Et quand dans les premières discussions qu'on a eues justement avec l'équipe d'Air Ouverte pour étendre ça au niveau du Canada entier, il y a eu cette hésitation de se dire, mais est-ce qu'on invente un monde Mmh. ou est-ce qu'on reproduit pour quand même avoir des points de repère? Donc, c'est-à-dire, finalement, on s'est dit, on va reproduire. Donc, une fois par mois, on faisait des inaugurations de nouvelles villes, donc de nouvelles provinces, de nouveaux territoires au Canada, avec donc des bureaux virtuels de nos membres. Et en un an, on a créé donc voilà les 13 provinces et territoires en plus du Québec qui existait déjà. Et il y a quand même quelques ingrédients. Alors, il y a des ingrédients vraiment architecturaux pour situer où on est. Si vous sortez de ce bureau ici, qui est la place de la francophonie virtuelle, vous allez vous retrouver dans Ottawa virtuel. Vous allez voir le Parlement virtuel qui est une reproduction pixelisée en 2D. Donc, quand même, pour avoir des points de repère quand on se balade dans le Ottawa virtuel versus le Winnipeg virtuel ou le Vancouver virtuel, il y a quelques points de repère comme ça visuels. Mais il y a quand même des ingrédients inventés là-dedans. Par exemple, la bâtisse qui est à côté de la nôtre, virtuelle, qui est les bureaux de l'anime, ça a été inventé par... on a invité une étudiante en architecture pour inventer une bâtisse qu'on insérerait dans Ottawa virtuel pour représenter les bureaux de l'anime. Donc il y a quand même eu des petits jeux comme ça d'invention et de reproduction. Mais bon, on est quand même tombé dans... non, on ne réinvente pas complètement un monde, sinon ça va être quand même très compliqué de se repérer. Mmh. C'est compliqué. Mmh. Par contre, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que dans le temps, bon, alors, comme tu le citais tantôt, il y a quand même les métaverses à un moment donné étaient vraiment très, très. C'est un peu comme toutes les inventions technologiques, hein. Il y a la courbe du hype, puis à un moment donné, ça retombe un peu, puis ça revient et ça se stabilise. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces nouveaux outils? Bon, pour preuve, la fermeture du Mozilla Hub qui a créé tout un émoi. Je vois Michel Mmh. Lefebvre, directeur général de Topo, un centre de création numérique, qui a beaucoup utilisé Mozilla Hub pour un projet de littérature numérique, le Lilinou, l'incubateur de littérature numérique. Bon, bah, quand ils ont fermé le Mozilla Hub, on a perdu des Mmh. éléments d'exposition qui avaient été créés, bon, qui ont pu être récupérés, mais
Et donc, malgré un peu que les métaverses tombent un peu en désuétude, moi, je me suis accroché à continuer de présenter en fait ces événements complètement tada. Là, c'est la troisième année qu'on le fait. Euh, je savais pertinemment que sur la quinzaine, vingtaine de gens en moyenne qui viennent à ces présentations, peut-être que je ferais un meilleur score si j'invitais les gens sur Zoom. Parce qu'il y a quand même un effet de nouveauté, une petite difficulté pour appréhender la plateforme, etc. On s'était dit avec Clotilde Ebing, la directrice générale de l'ANIM, même si les métaverses sont pas là pour forcément durer ou avant qu'ils se réinventent et qu'il y ait de nouvelles plateformes, on n'avait aucune garantie que Gather ou Air Ouverte puissent tenir dans le Mm. temps. Mais on savait qu'il y avait des apprentissages à faire dans ces univers-là qui nous serviraient de toute façon pour les années qui allaient arriver, même si une autre plateforme allait remplacer Gather, par exemple. Donc je trouve ça vraiment, enfin bon, c'est vraiment intéressant la manière dont l'approche et la présentation que tu nous as faite aujourd'hui là. Merci. Et puis pour l'anecdote, j'étais hier à Marseille pour la Biennale Chronique. Et je pense à ça parce que ils ont une exposition d'œuvres en réalité virtuelle et j'étais avec un groupe de gens qui n'avaient jamais fait de réalité virtuelle. Et, j'ai revécu à travers ces personnes toute la découverte. Donc, il a posé des questions légitimes et tout à fait normales, mais qui pour moi, voilà, ça fait 10 ans qu'on a la VR un peu démocratisée, tout ça. Mm. Et, en fait, je mesurais à quel point, ouais, tout ce qui, enfin, sur la culture numérique, il y a vraiment un apprentissage une fois qu'on l'a passé. Ça nous aide vraiment à avoir une relation de qualité dans les métavers ou à interagir avec des contenus numériques ou autres. Il y a vraiment ouais, c'est une question récurrente, c'est une question de serpent de mer, mais il y a vraiment cette montée en compétence des cultures numériques qui est à poursuivre tout le temps. Enfin, et comme tu dis, savoir se déplacer dans un environnement 3D ou 2D, en fait, un environnement immersif, c'est un apprentissage, c'est un coup d'apprentissage en fait, qui sera Ouais. jamais perdu pour d'autres choses. Avant qu'on se lance dans Air Ouverte, on avait exploré justement des environnements 3D où, comme tu le montrais d'ailleurs dans une de tes captures d'écran, tu peux passer à travers un espace pour arriver dans un autre espace, etc. Et justement, j'arrivais je me souviens plus du nom de cette plateforme-là, un environnement 3D. Et en attendant que la conférence commence dans une des salles, on me disait, bah, vous pouvez aller visiter et tester des choses. Et en fait, je me suis perdu. J'ai jamais été Mmh. capable après de revenir et participer à cet espace de conférence. Donc, quand on a pris possession en fait de Air Ouverte et donc de l'environnement de Gather, ça nous semblait quand même plus accessible parce que l'environnement 3D c'est quand même intense pour se Mmh. repérer. Alors que là, il y a un côté, puis ça parle un peu à toutes les générations, à la fois bon, les vieilles branches comme moi, du côté genre Zelda ou les bons vieux jeux vidéo des années 90, mais mon fils qui a 16 ans, il est aussi encore avec des jeux sur tablette dans un environnement en Mmh 2D mh. comme ça ou 3D pixelisé comme Minecraft, comme tu le citais tantôt. Mmh. Ok, alors là, en fait, je voudrais inciter les gens dans le public, parce que ça, c'est un peu la signature complètement tada, c'est que c'est pas juste une conférence, puis après, merci, bonsoir, mais l'idée, c'est que vous puissiez échanger avec Célia, faire part de vos commentaires ou si vous avez des questionnements. Donc, je vous invite à déplacer votre avatar dans l'espace et nous rejoindre sur la petite scène ou devant les petits micros pour être capable de partager vos questions et vos suggestions. Voilà, je vois Annie qui s'en vient. Pour les Mmh. plus timides d'entre vous, vous pouvez utiliser le chat, donc les deux petites bulles en bas à droite dans le tableau de bord. Vous pouvez poser votre question dans le chat et il me fera plaisir de la relayer. Annie, je t'en prie. Oui, encore désolée pour ma caméra qui m'a lâché. Je voulais savoir, tu as commencé ton intervention en parlant d'espace social, puis ton dernier questionnement à la fin, là, où tu faisais référence à la place qu'on peut occuper dans nos loisirs, là, tu sais, cette espèce de lieu d'échange, de ce lieu de Mmh mh. passage. Puis je voulais voir si pour moi, comme animatrice de communauté, 2.0, donc pas du tout dans le métavers, mais les classiques Facebook, LinkedIn de ce monde. Quels sont les parallèles entre les communautés, soit des communautés de pratique ou des communautés en général d'entraide, qu'on retrouve
dans le métavers? Est-ce qu'il y a cet effet-là de communauté? Est-ce que tu retrouves les mêmes gens et est-ce qu'ils se créent? Parce que quand on parle de marqueurs culturels, tu sais, il y a quand même ça aussi dans les communautés, tu sais, des espèces, moi j'appelle ça des objets frontières, là, des référents qui font que dans une communauté, on accroche puis que tout de suite, on se met à Mmh. parler à des étrangers qui finalement deviennent des amis virtuels. Puis, tu sais, moi et Célia, on a été avant des amis virtuels avant de se rencontrer à Québec. Fait que, tu sais, on s'accroche. Est-ce qu'on retrouve la même chose dans le métavers où il y a des distinctions qu'il faut prendre en considération? Ouais, merci Annie. Ouais, c'est une excellente question qu'on m'a posée, je crois hier et honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a des migrations, de, tu vois, réseau social ou est-ce que le même groupe reste et investit une plateforme de métavers? Moi, ce que j'ai, constaté, c'est que les communautés choisissent leur plateforme. Elles sont très peu mobiles. Donc, parce qu'il y a un investissement trop fort. C'est comme ici, si vous commencez à créer des choses dans Air Ouverte, enfin, vous n'allez pas faire la même chose dans VRChat ou ailleurs. Donc en fait, il y a des gens qui à un moment vont choisir plutôt une familiarité, on va dire, avec la plateforme, parce, pour ce qu'elle leur renvoie comme valeur. Et je pense à Mozilla Hubs. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé sur Mozilla Hubs et c'était un déchirement de les voir fermer la plateforme parce que ça, il y avait beaucoup, enfin, c'était vraiment cette valeur de web ouvert, éthique, etc. Enfin, il y avait vraiment cette chose-là. Et en fait, j'ai l'impression que dans les métavers, les gens vont chercher une plateforme qui leur parle et constitue, enfin, après coup, nous des relations. Il y a ce cas de figure-là. Euh, ou alors, c'est plutôt, comme tu dis, des communautés de pratique qui vont se retrouver, donc qui sont peut-être en communication sur un Discord ou sur une messagerie comme ça, mais vraiment qui est consacrée au métavers. Bah, je pense à un groupe de pédagogues, je pense qu'ils sont britanniques, qui fait régulièrement des événements dans les métavers, notamment dans Engage. Et en fait, ils ont un groupe voilà, qui s'intéresse aux enjeux pédagogiques des nouvelles technologies, en particulier des métavers. Et en fait, ils existent via cette messagerie Discord et leurs rencontres virtuelles. Mais ça, honnêtement, la question reste ouverte. J'aimerais bien savoir voilà, comment c'est pour eux ou pas. Je pense qu'il y a vraiment un moment la communauté qui se fonde sur une entraide aussi, soit une offre par exemple pour faire des ateliers de méditation ou quoi, et du coup tu vas avoir quelqu'un qui va proposer des choses et les autres vont adhérer, soit de l'entraide dans la création, des partages d'objets, des choses comme ça. C'est mon observation, voilà, qui serait à confirmer. OK, merci. Merci Annie. Ouais, moi je suis venu sur la scène parce que j'avais une Ah, question. Benjamin, approche-toi de... Ah oui, non, t'es bon, t'es sur la scène, pardon, excuse-moi. Oui, exactement. Je suis les consignes. Ouais, merci. J'avais justement une question, en fait, qui était un peu en lien avec la réponse que tu as donnée, Célia. Moi, je m'intéresse dernièrement là, au capitalisme algorithmique, là, où les plateformes ont trouvé une manière d'exploiter leurs utilisateurs avec les données massives et tout ça. Et puis, on rentre dans des logiques de monopole, en fait. Donc, Facebook, qui ne veut pas qu'on aille sur d'autres sites. Donc, Oui. l'Internet, à la base, c'était des hyperliens, c'était justement d'aller ailleurs. Puis là, on a de plus en plus une logique où les plateformes vont aller contre cet ethos-là, Mm. avec toutes les logiques de précarisation du travail, de remise en question, si on veut, du travail journalistique, puis même de la démocratie, parce que c'est quand même si on parle de Meta, là, ou même Microsoft, là, c'est des multinationales. Donc, je serais curieux de savoir s'il y a cet aspect-là, là, par rapport au fondement, par exemple, de l'Internet, là, puis sur le potentiel démocratique, puis là, si tu avais des réflexions par rapport à ça. Non, c'est la même. Dans les métavers, pour moi, ce que j'ai vu, on retrouve des jardins clos. C'est clos. Enfin, c'est vraiment. Bah, moi, j'ai tout le mal du monde à, ne serait-ce. Oui, je vous ai mis des captures d'écran.
je suis honteuse de ne pas avoir noté le nom du créateur ou de la créatrice et le nom du monde, tout simplement parce que c'est très laborieux de sortir des images de mon casque Oculus, par exemple. Pourquoi? Parce que j'ai acheté le matériel de Meta, donc toutes les captures d'écran que je fais dans mon casque, je ne peux les partager que sur Instagram ou Facebook. Donc moi, je n'ai aucun usage de Facebook, donc j'ai créé un groupe privé sur Facebook avec moi-même pour pouvoir me partager les images que je prends dans mon casque, et en fait, c'est juste l'horreur. Enfin, sur la circulation, voilà, aussi, ne serait-ce de mes propres captures dans ce casque. Et en fait, bah, tout est de la même manière. Et bah, enfin, tout ce qui est, comment dire, en fait, les plateformes vont aussi créer leurs propres outils de création. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, bon, bah voilà, pourquoi Mozilla était génial, c'est que on pouvait importer des choses d'ailleurs. Enfin, ça, voilà, Mozilla, pour le coup, je pense, jouait beaucoup sur cette acculturation à l'immersion et à l'éthos dont tu parles. Et d'ailleurs, je dois dire que Mozilla est pas tout à fait mort, vu que c'est une fondation qui a repris son œuvre et qu'aujourd'hui, la plateforme continue d'exister, portée par la communauté de bénévoles notamment. Donc vraiment, ça rejoint pour moi la question de l'amateur et du rôle qu'on a aussi à jouer chacun en tant qu'amateur ou en tant que bénévole finalement. euh, sur les choses qui nous sont chères. Mais voilà, après, tous les autres systèmes, et puis là, enfin, sont fermés. Et là, j'ai mentionné que les métavers auxquels j'ai accès, les métavers occidentaux. Mais si on se tourne du côté de l'Asie, euh, c'est un système qui est encore plus fou parce que moi, je connais pas très bien. Je sais juste que tout est connecté à tel point ils peuvent tout faire avec une seule et même application. Et en fait, la notion de métavers a été intégrée là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de double virtuel, de relations virtuelles, de microtransactions virtuelles à côté de toutes les autres transactions qui réalisent. Donc, et voilà, chaque plateforme va se battre en quelque sorte pour attirer les mêmes communautés. Donc le fantasme de Zuckerberg fonctionne en Asie, c'est ça que tu es en train de dire? Moi, je pense que c'était le fantasme de Spielberg. Mon hypothèse, c'est que Ready Player One a, a préparé les esprits à quelque chose qui est devenu réel quelques années plus tard, 3 ans plus tard. Et que si je m'intéresse autant à la pop culture aussi, c'est parce que je pense qu'il y a beaucoup de pseudo-avancées techniques, technologiques qui existent déjà en nous, en fait, dans les imaginaires qu'on a préparés. On a mis un peu le terreau, et puis en fait, il est juste arrivé après. Comme les tablettes dans Star Trek qui ont donné l'idée à Steve Jobs de faire des iPads. Et pour rebondir sur ton questionnement, Benjamin, justement, quand on parle de... Tu sais, en ce moment, la Blue Sky vient d'annoncer qu'ils vont créer une plateforme du type l'équivalent d'Instagram, je crois que ça va s'appeler Flashes ou quelque chose comme ça. Puis on voit que de plus en plus en tout cas, il y a des tentatives et des articulations de médias sociaux qui s'ouvrent les unes aux autres avec par ce qu'on appelle le protocole un peu fait divers ou fait diverse, qui est capable de relier en fait différentes plateformes et différents milieux à se connecter et être capable d'interopérer des échanges donc de textes, d'images, etc. Est-ce que c'est des choses qu'on peut envisager avec des métaverses? Est-ce que tu en as déjà vu? Est-ce que c'est quelque chose qui pointe à l'horizon, d'être capable justement de, bien qu'on soit dans des milieux clos, est-ce qu'on peut Mm. penser à un moment donné que des milieux clos soient capables de créer des passerelles entre elles pour passer d'un univers à un autre? Ouais, c'est pour ça que je tenais à vous présenter comment dire, les différentes couches d'éléments dans un univers, parce que je pense que les objets, par exemple, ils peuvent circuler. Mhm. euh, via des bibliothèques d'objets tierces, voilà, sur lesquelles on va déposer un travail et dont le format va être compatible avec différentes plateformes, par exemple. Il y a un autre exemple, c'est le fait de créer un avatar. Il y a un service en ligne qui permet de créer un avatar qu'on peut utiliser sur différentes plateformes. Donc là, on rejoint des intentions d'identité centralisée en quelque sorte, un peu fédérée. Et voilà, c'est ce que j'aimerais suivre aussi. C'est voilà, est-ce que l'objet il est identique d'une plateforme à l'autre? Est-ce qu'il y a des petites modifications ou quoi? Et juste une chose pour être un petit peu plus positive, je parlais des jardins clos et moi j'aime bien penser au fait que la construction de métavers s'inscrit dans les arts de l'espace, au même titre que l'architecture ou les jardins.
En fait, on parle aussi de ça dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que quand on conçoit un métavers, on le conçoit comme un espace à parcourir et dont la déambulation va provoquer en nous un changement ou une expérience ou une transformation. Et donc je me dis que si on s'inspire de l'art des jardins, etc., peut-être que les métavers peuvent devenir vertueux, en partie. Je vois dans le chat Jonathan Durafa qui précise que justement les réseaux sociaux, c'est un peu le même phénomène que Microsoft, Sony et PC, de permettre en fait de différentes plateformes de jouer ensemble, de croiser un peu les flux des différents environnements en fait. Donc C'est on la arrive. promesse aujourd'hui. Ouais, tu cites Blue Sky, je crois que c'est encore une promesse actuellement, mais en tout cas, l'intention est bonne et Ouais. louable. Mm. Excellent. Alors, il est 13h, donc on pourrait poursuivre la discussion toute la journée encore, mais je vais devoir fermer cette belle parenthèse. Cela étant, s'il y a encore du monde intéressé à échanger avec Célia, on peut rester tranquillement en ligne, mais je vous libère, sinon, pour le restant de la journée, pour te remercier encore une fois, Célia, j'invite le public à réappuyer frénétiquement sur la touche F.